Je m'appelle Camille Marchal et j'ai passé 32 ans dans l'ombre, fille invisible au sein d'une famille qui ne jurait que par la réussite des fils. Quand j'avais 18 ans, mes parents ont signé un chèque de 160 000 € pour envoyer mon frère dans une grande faculté de médecine privée à l'étranger. Quand j'ai demandé de l'aide pour mes propres frais d'inscription, mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Les filles n'ont pas besoin de grands diplômes, Camille. Trouve-toi un bon mari, ce sera amplement suffisant. » Alors, je me suis débrouillée seule. J'ai cumulé 3 jobs, survivant avec à peine 5 heures de sommeil par nuit pendant 4 ans. J'ai terminé major de ma promotion et j'ai intégré l'internat de la Pitié-Salpêtrière sans qu'il ne me verse un seul centime. 12 ans plus tard, je suis devenue chirurgienne cardio-thoracique, l'une des rares femmes dans ce domaine de pointe. Pourtant, lors de la fête de fiançailles de mon frère le mois dernier, mon père s'est levé devant 150 invités et a présenté Théo comme son seul enfant ayant réussi dans la vie. Il n'avait aucune idée que sa future belle-fille était la patiente que j'avais sauvée 3 ans plus tôt sur ma table d'opération. J'ai grandi à Saint-Cloud, dans l'un de ces quartiers huppés de la banlieue parisienne où chaque pelouse semble taillée au ciseau et où chaque famille cache des secrets derrière des haies parfaitement entretenues. Notre maison se trouvait au fond d'une impasse calme, avec un double garage, des volets de style classique et une allée en pierre bordée de buis que ma mère taillait religieusement chaque dimanche après le déjeuner. Mon père, Henri Marchal, avait passé 30 ans à grimper les échelons jusqu'à devenir directeur financier d'une grande compagnie d'assurance. Il portait chaque jour le même style de chemise bleu ciel, impeccablement repassée et empesée, assortie à une Rolex qu'il s'était offerte le jour de sa promotion. Cette montre était son trophée, sa preuve que le travail acharné payait pour le bon type de personne. Dans notre maison, il y avait des règles, pas de celles qu'on écrit, mais de celles qu'on apprend en observant. Théo était déposé au lycée en Mercedes par mon père. Moi, je prenais le bus. Théo avait droit à des cours particuliers de maths dès que ses notes baissaient. Quand j'en ai demandé, mon père m'a répondu « Tu n'en as pas besoin. Les filles doivent juste étudier assez pour s'en sortir. » Les matchs de foot de Théo étaient des événements familiaux sacrés, mais mes remises de prix académiques passaient inaperçues. Ma mère est venue une fois, mon père jamais. Ma mère, Hélène, était une femme au foyer douce, effacée, cherchant toujours à arrondir les angles. Chaque fois que je contestais les règles, elle me tapotait la main en disant « Ton père fait ça parce qu'il t'aime, il essaie juste de te protéger. » Me protéger de quoi? Du succès? J'étais la meilleure élève de ma classe chaque année, avec mention très bien au bac et les félicitations du jury. Des universités prestigieuses m'envoyaient des brochures avant même que je ne postule. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à ses yeux. Car dans le monde de mon père, les filles n'étaient pas des investissements, nous étions des charges en attendant de devenir la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et j'allais bientôt apprendre exactement ce que cette croyance allait me coûter. L'été avant ma première année de médecine, ma mère avait préparé un rôti de bœuf pour le dîner. Elle ne le faisait que pour les grandes occasions, anniversaires, promotions ou annonces importantes. J'avais 18 ans. Je venais de recevoir ma lettre d'admission pour la faculté, avec une bourse partielle, mais il me manquait encore environ 15 000 € par an pour boucler mon budget. Je me souviens avoir lissé la lettre sur la table de la salle à manger, le cœur battant d'un espoir que je n'osais admettre. J'ai été prise, ai-je dit, avec une bourse. J'ai juste besoin d'un coup de pouce pour le reste. Mon père a ramassé la lettre sans même la lire. Il a jeté un coup d'œil à l'entête et l'a reposée près de son assiette. Cet argent est réservé pour Théo, a-t-il déclaré en faisant tourner son verre de cognac comme s'il prenait une décision commerciale, ce qui, pour lui, était le cas. Ton frère aura besoin d'une carrière, il devra subvenir aux besoins d'une famille un jour. Toi, dit-il en me regardant enfin, tu as juste besoin de trouver un bon parti. J'ai regardé Théo. Il avait 14 ans à l'époque, prostré sur son téléphone, faisant semblant de ne pas entendre. Il n'a pas dit un mot, ma mère non plus. Le silence dans cette pièce était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. J'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai glissée dans ma poche et j'ai dit la seule chose que j'ai pu formuler, d'accord. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché des petits boulots près du campus.
J'ai postulé à 3 endroits avant minuit car, à cet instant précis, j'avais pris une décision, je ne demanderai plus jamais rien à mon père. Et je m'y suis tenue. Mes années de fac ont été un tourbillon de réveils aux aurores et de café froid. Premier job, serveuse dans une brasserie à 2 pas de la fac, de 5h à 9h du matin, servant des cafés aux ouvriers et aux retraités avant de courir à mon premier cours, l'odeur de cuisine encore collée à mon tablier. Deuxième job, assistante à la bibliothèque, les après-midi et soirées, rangeant des livres et gérant les emprunts. J'ai appris à réviser entre 2 retours de livres, mémorisant ma chimie organique en tamponnant des dates de retour. Troisième job, donner des cours de maths le week-end à des lycéens, le service exact que mon père refusait de me payer quand j'avais leur âge. Je dormais en moyenne 5 heures par nuit. Je ne rentrais pas pour les vacances, disant à ma mère que j'avais des gardes supplémentaires, ce qui était vrai. Ce que je ne lui disais pas, c'est que je ne pouvais pas supporter de voir Théo déballer des cadeaux achetés avec l'argent qui aurait pu changer ma vie. J'ai porté les mêmes baskets pendant 2 ans. Quand la semelle a commencé à se détacher, je l'ai recollée et j'ai continué à marcher. Ces chaussures m'ont mené en cours, au travail, et finalement sur l'estrade de la remise des diplômes. Major de promo, une moyenne frôlant la perfection. J'ai envoyé une invitation à mes parents. Ma mère m'a répondu par SMS, tellement fière de toi, ma puce. Mais Théo a un match de foot important ce jour-là. On fêtera ça quand tu passeras à la maison. J'ai fêté mon diplôme seul. Un professeur que je connaissais à peine m'a serré la main en disant, peu importe où vous irez, vous l'avez mérité. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 10 minutes, puis j'ai essuyé mon visage et je suis allé rendre mes derniers livres à la bibliothèque. Ce chapitre était clos, mais le plus dur commençait. J'ai postulé dans les meilleurs services hospitaliers. J'ai choisi la Pitié-Salpêtrière pour son prestige mais aussi pour les opportunités de recherche. J'ai construit mon parcours comme un puzzle, pièce par pièce, entre prêts étudiants et bourses de recherche. 12 ans de ma vie à bâtir quelque chose que personne dans ma famille ne me pensait capable d'accomplir. Je me suis spécialisée en chirurgie cardiaque, l'une des disciplines les plus exigeantes. Les heures étaient brutales, la pression incessante. J'ai vu des collègues craquer, abandonner ou choisir des spécialités plus simples. Je suis restée, non pas pour prouver quelque chose à mon père, mais parce que chaque fois que je tenais un cœur humain entre mes mains, chaque fois qu'un tracé plat redevenait un rythme régulier, je savais que c'était ma place. À 32 ans, j'étais chef de clinique. L'une des rares femmes du département, respectée, publiée, et ma famille n'en savait absolument rien. Ma mère savait juste que je travaillais, dans un hôpital. C'était tout. Elle ne demandait jamais de détails, et je n'en proposais pas. Je portais chaque jour ma chevalière de la faculté, un anneau en or avec l'écusson de l'université que je m'étais offert le jour de mon diplôme. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, mais c'était ma preuve, ma rébellion silencieuse. Puis, un soir, ma mère a appelé. C'était un mardi, vers 21h. Elle n'appelait tard que lorsqu'elle ne voulait pas que mon père entende. « Camille, chérie, j'ai une nouvelle. Théo va se fiancer. » J'ai posé mon verre de vin. « C'est super, maman. Félicitations à lui. » Elle a continué, « Il y aura une réception au Yacht Club de France, ton père a voulu faire les choses en grand. 150 invités, tous ses contacts pro, ses amis du golf. » Je connaissais cet endroit, le genre de lieu où l'on scelle des contrats d'une poignée de main. « Ça a l'air chic, ai-je dit d'un ton neutre. » Elle a hésité, « Tu peux venir si tu veux. Mais ton père ne veut pas qu'on te présente comme médecin ou quoi que ce soit. Il a dit que tu devais juste venir en tant que sœur de Théo. Pour faire simple. Faire simple. Ne pas faire d'ombre au fils prodigue. Est-ce qu'il m'a envoyé une invitation ? Silence. Maman, c'était plus facile comme ça, tu connais ton père. Je le connaissais par cœur. C'est quand ? Samedi 14, à 19h. J'ai vérifié mon planning. Pas d'astreinte. Une partie de moi voulait refuser, mais une autre, celle qui se souvenait de la jeune fille de 18 ans pliant sa lettre de refus d'aide, avait besoin d'aller au bout de cette histoire. J'y serai, ai-je dit.
Je suis arrivé en VTC pour éviter les questions sur ma voiture ou ma carrière. Le Yacht Club était fidèle à lui-même, luxe discret, lustre en cristal et vue imprenable sur la Seine. À l'entrée, un vigile a froncé les sourcils sur sa liste. Camille Marchal? Je ne vois pas ce nom. Évidemment. Ma mère est sortie, nerveuse, pour me faire entrer. Elle est avec moi, c'est la famille. Le mot sonnait creux. J'avais choisi une robe en soie bleu marine, élégante mais sobre. Ma seule concession était ma bague de la faculté à la main droite. La salle bourdonnait. Mon père saluait les invités avec son sourire de politicien. Quand il m'a vu, son expression s'est figée une seconde avant de redevenir neutre. Un simple signe de tête, comme si j'étais une connaissance lointaine. À 20h pile, mon père est monté sur l'estrade, micro en main, sa Rolex brillant sous les projecteurs. Mesdames et messieurs, ce soir, nous honorons mon fils Théo, la fierté des Marchal, notre seul enfant ayant vraiment réussi. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Théo termine son parcours médical et sera bientôt un grand médecin. Il représente tout ce que cette famille chérit, le travail et l'excellence. Des applaudissements ont éclaté. Théo rayonnait. Mon père a ajouté, la famille Marchal a toujours cru en l'investissement pour l'avenir, et Théo est la preuve que ces investissements paient. J'ai senti des regards sur moi, des amis de ma mère qui savaient que j'existais, des regards pétris de pitié. J'ai posé mon verre, prête à partir, quand une femme en robe de soie ivoire s'est approchée de moi. C'était Léa, la fiancée. Mais ce n'était pas sa robe qui m'a arrêtée, c'étaient ses yeux fixés sur ma bague. « Excusez-moi » a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Travaillez-vous à la Pitié-Salpêtrière ? Êtes-vous chirurgienne ?» Le bruit de la fête s'est éteint autour de moi. J'ai regardé cette femme, et le souvenir a surgi. 3 ans plus tôt, 2h du matin. Une jeune femme de 26 ans, le thorax écrasé après un accident sur la 86. 7 heures d'opération, entre la vie et la mort. Léa, ai-je murmuré, Léa Roche. Elle a porté la main à sa bouche, les larmes aux yeux. C'est vous. Mon Dieu, c'est vraiment vous. Théo est arrivé, l'air confus. Ma puce, qu'est-ce qui se passe? Tu connais ma sœur? Léa s'est tournée vers lui, le regard soudain tranchant. Ta sœur? Théo, tu ne m'as jamais dit ce que faisait ta sœur dans la vie. Théo a bafouillé, elle travaille dans un hôpital. À l'administration, je crois. Léa l'a fixé, incrédule. L'administration? Théo, cette femme m'a sauvé la vie. C'est elle qui m'a opéré pendant 7 heures quand tout le monde m'avait abandonné. Le visage de Théo est passé par toutes les couleurs. Ne fais pas d'esclandre, on en reparlera. Mais Léa ne comptait pas se taire. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était chirurgienne? Mon père s'est approché, sentant le malaise. Que se passe-t-il ici? Camille s'en allait justement. Non, ai-je dit calmement. Je reste. Léa a interpellé mon père. Monsieur Marchal, saviez-vous que votre fille est l'une des meilleures chirurgiennes cardiaques de Paris? Mon père a balayé l'info d'un revers de main. Ce soir n'est pas à propos d'elle, mais de Théo et de son avenir de médecin. Un homme dans la foule, un cardiologue que je croisais parfois en conférence, s'est avancé. Camille Marchal? Mais Henri, je ne savais pas que c'était ta fille. Ses travaux sur les valves mitrales sont exceptionnels. Les murmures ont envahi la salle. Léa a repris le micro, montant sur l'estrade. Ce soir, je devais remercier la famille de Théo. Mais je vais surtout remercier la femme qui permet à ce futur d'exister. Sans le docteur Camille Marchal, je ne serais pas là. Elle a regardé Théo dans les yeux. Et j'aimerais comprendre pourquoi mon fiancé me ment depuis 2 ans sur sa propre carrière. J'ai alors lâché la bombe que je venais de découvrir en consultant mon téléphone quelques minutes plus tôt, après un message d'un collègue. Théo n'est pas médecin, Léa. Il a abandonné son internat il y a 2 ans. Il est délégué médical pour un laboratoire pharmaceutique. Le silence était total. Mon père semblait sur le point de s'effondrer.
Les 160 000 € n'avaient servi qu'à financer un échec caché par des mensonges. Léa a retiré sa bague de fiançailles et l'a posée sur le pupitre. Je ne peux pas épouser un mensonge. Je suis montée sur l'estrade, j'ai pris le micro une dernière fois, non pas pour insulter mon père, mais pour exister. Je ne suis pas une erreur d'investissement, papa. Je suis la preuve que l'on peut réussir sans ton approbation. Je suis sortie du yacht club, respirant enfin l'air frais de la nuit. Théo a perdu sa fiancée, mon père a perdu sa réputation, mais moi, j'avais enfin retrouvé ma voie. La vérité ne guérit pas tout, mais elle libère. Aujourd'hui, je continue de sauver des cœurs, y compris le mien, loin de leur ombre. Cette histoire est un rappel puissant que notre valeur ne dépend pas de la validation de ceux qui refusent de nous voir. Camille a transformé le rejet en carburant pour sa réussite, prouvant que le talent et la détermination n'ont pas de genre. C'est tragique de voir comment des préjugés ancestraux peuvent aveugler un parent au point de lui faire ignorer le génie de son propre enfant tout en finançant les mensonges d'un autre. La confrontation finale n'est pas seulement une revanche, c'est une libération nécessaire. On voit souvent ce genre de dynamique dans les familles où l'image compte plus que l'humain. Camille a bien fait de ne pas se laisser rabaisser lors de cette soirée. Et vous, qu'en pensez-vous? La réaction de Léa, la fiancée, est-elle justifiée selon vous, ou aurait-elle dû régler cela en privé? Avez-vous déjà vécu une situation où vos accomplissements ont été ignorés par vos proches au profit de quelqu'un d'autre? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela aide beaucoup la communauté à